Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a le privilège sur le campus FDS Poitiers de recevoir Christian Cormier. Bonsoir Christian Cormier. Alors vous êtes consultant en affaires européennes. Alors dites-nous d'abord, qu'est-ce que c'est qu'être consultant en affaires européennes? Bon, être consultant en affaires européennes, c'est aider des groupes, des universités, pourquoi pas des entreprises, à monter des projets européens, à les aider à faire de la veille, leur donner des conseils sur la rédaction, sur la préparation, sur les opportunités. Donc alors ça veut dire que finalement l'Europe, elle est d'abord économique. On dit que l'Europe c'est la première zone économique mondiale, 30% du PIB du monde. Ça veut dire que quelque part la vraie intégration européenne, avant d'être politique, elle est d'abord économique. On a commencé par un marché commun. On a un marché commun qui s'est étendu progressivement à la plupart de l'Europe, et puis les communautés du charbon et de l'acier tout au début, Euratom, etc., qui étaient à la fois stratégiques, militaires, mais aussi économiques, c'est vrai. D'accord, et alors aujourd'hui, vous avez l'impression que l'économie européenne fonctionne bien. Est-ce que finalement l'économie pâtit de la difficulté politique européenne? Je pense qu'elle pâtit de la difficulté politique, elle pâtit aussi de la difficulté que les hommes qui dirigent l'Europe ont à expliquer aux populations la vraie situation économique de l'Europe, du monde, de la globalisation et de la place de l'Europe dans la globalisation. Alors est-ce que ça veut dire que justement cette place, elle est vraiment remise en cause, ou est-ce que au contraire l'Europe est encore très puissante aujourd'hui? L'Europe est puissante, elle est la première puissance économique du monde, mais en même temps elle est fragile dans la mesure où beaucoup des secteurs où elle était leader se trouvent concurrencés par d'autres zones économiques du monde, et aujourd'hui elle a inventé une nouvelle économie, une nouvelle orientation pour créer de la valeur ajoutée, tout en gardant à l'esprit que des gens moins qualifiés doivent quand même avoir leur place dans la société. Donc ça veut dire que quelque part, l'idée qu'on puisse avoir une Europe qui sera capable d'être plus compétitive, au moins en termes de prix, de compétitivité coût, c'est une idée qu'il faudrait tout de suite balayer d'un revers de main. En tout cas, elle est très largement insuffisante, puisque je pense qu'on peut dire que même si on baissait tous les coûts du travail de 10% en Europe, ce qui poserait beaucoup de problèmes sociaux sans doute, on ne résoudrait pas le problème actuel des débouchés à l'achat international. Donc ça veut dire que finalement, la question économique, elle doit se poser d'une manière beaucoup plus globale que juste en pensant à l'intérieur du marché européen. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de solidarité européenne, de plus de gouvernance européenne et d'un vrai chemin tracé de développement par les responsables politiques pour amener les entreprises, les citoyens, les travailleurs, les populations à voir clair dans ce qu'on décide. Alors aujourd'hui, on a l'impression que tout se découvre au dernier moment et qu'il n'y a pas réellement de stratégie. Et alors cette impression d'un manque de stratégie, pour vous qui travaillez vraiment au cœur de l'Europe, vous travaillez en France, en Roumanie, puis je suppose dans d'autres pays, d'où ça vient cette question-là? Est-ce que c'est un problème démocratique? Est-ce que c'est un problème médiatique de l'Europe? Puisque par exemple, nous Français allons voter, je crois que c'est le 25 mai, pour les élections européennes, il n'y a aucune chaîne de télévision française qui ne relaie ne serait-ce qu'un débat entre les têtes de liste européennes. Est-ce que le problème européen, avant d'être politique, c'est pas un problème médiatique? C'est un problème politique, disons. Les hommes et les femmes politiques des différents pays se replient souvent sur la souveraineté de leur pays et ne voient l'Europe que comme une opportunité de marché et ne prennent aucune responsabilité dans une réelle construction par exemple d'une stratégie européenne, d'une vraie politique industrielle européenne, dans une gestion économique de l'euro intelligente, etc. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de cadre économique à l'euro, il y a une espèce de tandem franco-allemand qui représente tous les deux une tendance économique, chacun essayant de convaincre l'autre qu'il a raison. Je pense que c'est pas comme ça qu'on va ça durablement. Donc ça veut dire que le problème européen aujourd'hui, c'est d'abord un problème d'égoïsme national, au pluriel d'égoïsmes nationaux, à savoir des pays qui tirent la couverture vers eux. Disons-le très clair. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça. D'ailleurs, bien des fois, on entend à la télé, à la radio, on voit dans les journaux que c'est pas notre faute, c'est l'Europe qui nous impose. En ne se rappelant pas que si l'Europe l'impose, c'est que ça a été voté à l'unanimité dans bien des cas ou à une très forte majorité qualifiée dans les autres cas et sans qu'il y ait vraiment de veto posé par les autres États. Donc il faut être raisonnable. Si on a accepté un moment à Bruxelles, il faut en endosser la responsabilité, la faire partager. Donc ça veut dire que finalement, la plupart de nos dirigeants français, ils ont quand même tendance à se reposer sur l'Europe ou à accuser l'Europe du
tous nos maux, alors que finalement, il participe à sa construction. L'Europe qu'on connaît aujourd'hui, qui est une Europe qui suit quand même plutôt les préceptes de l'Europe allemande, de l'ordolibéralisme entre autres, cette Europe-là, elle est aussi construite par nos dirigeants politiques, et a fortiori par nos dirigeants politiques français. Tout à fait, puisque la plupart des textes dont on parle ont été votés par les dirigeants français, sinon ils n'existeraient pas, puisque les votes qualifiés finalement n'existent que depuis le traité de Lisbonne, pas tout à fait, enfin, disons, ont été largement amplifiés à ce moment-là. Beaucoup des autres textes ont été votés à l'unanimité, en tout cas sans veto de la France. C'est clair. Et donc le problème démocratique, il viendrait de là. Il viendrait du fait qu'on a peut-être des hommes politiques, des responsables politiques, qui votent à Bruxelles sans tenir forcément compte de ce qui se dit dans leurs pays respectifs. Oui, est-ce que le déficit démocratique, il est vraiment là, ou est-ce qu'il est plutôt dans la capacité des dirigeants à porter une stratégie globale? Il est dans les deux. Faire comprendre aux populations, faire comprendre aux citoyens ce qu'on est en train de faire, leur expliquer le pourquoi, leur donner la stratégie et leur montrer aujourd'hui que le repli sur soi dans un monde mondialisé n'a aucune chance de succès. Vous savez, on peut toujours dire que le vent souffle trop fort, c'est pas pour ça qu'on arrêtera le vent. Et là, de la même façon, de quel droit on demanderait à des populations d'autres pays de cesser tout développement simplement parce qu'ils nous gênent dans notre propre vie? C'est impossible. Alors quand on parle de l'Europe, justement, on dit souvent ça au singulier, mais en fait, il n'y a pas une Europe. Il y a l'Europe du Parlement, l'Europe de la Commission, l'Europe du Conseil de l'Europe, si on fait simple. Qui est-ce qui a vraiment le plus de pouvoir? Le pouvoir est largement partagé. La Commission a l'initiative, après avoir entendu les peuples, après avoir entendu les dirigeants des différents pays, dans l'intérêt commun de proposer des textes, des directives. Il n'empêche que ce sont les chefs de gouvernement, voire les chefs d'État, qui tracent les grandes lignes du développement. Et puis le Parlement européen, qui est une instance parfaitement démocratique, va voter, et s'ils ne votent pas, la plupart des textes ne peuvent, c'est pas pour, bien sûr, la plupart des textes ne peuvent pas être adoptés. Donc ça veut dire que, alors je pense évidemment au traité de Lisbonne, mais pas seulement, aujourd'hui le Parlement européen est finalement l'instance décisionnaire la plus importante, ou en tout cas qui a le poids le plus important. On est dans cette configuration-là aujourd'hui. On peut dire ça, puisque si le Parlement européen refuse, eh bien le texte n'existera pas la plupart du temps. Voilà, il faut qu'il y ait une codécision, comme on dit dans le jargon européen, entre d'une part le Conseil européen et le Parlement sur les grands textes, via la Commission qui instruit et qui après a la charge de mettre en œuvre, comme ça se fait dans toute institution démocratique. Alors vous parliez tout à l'heure du fait qu'il n'y a probablement pas de stratégie proposée par nos dirigeants, en tout cas pour ce qui est de la stratégie qu'on pourrait avoir en matière d'Europe et d'intégration européenne. Quand on voit les élections européennes qui arrivent, pour lesquelles nous allons voter, nous citoyens, il y a quand même une certaine vision différente qui se dégage d'un côté et de l'autre, je dirais, de l'échiquier politique. En proposant Jean-Claude Juncker, par exemple, le Parti populaire européen, donc la droite européenne, est-ce que là, c'est pas la preuve d'un certain conservatisme et voire une erreur tactique, en fait? Puisque Jean-Claude Juncker, rappelons-le, a dirigé le Luxembourg, a une position quand même relativement conservatrice, voire réactionnaire, et l'Eurogroupe évidemment, sur les questions économiques, sur l'euro bien sûr, pour lequel Mario Draghi a dit il y a quelque temps, donc le président de la Banque Centrale Européenne, qu'il avait envie de revenir sur la question de l'euro fort, puisque ça pose un vrai problème. Et à côté de ça, on a Martin Schulz, qui du côté du Parti social-démocrate, donc plutôt la gauche de l'échiquier politique européen, a envie d'aller à la Commission après avoir dirigé le Parlement. Déjà, là, est-ce qu'il n'y a pas une distinction, une différence de vision entre une Europe qui serait peut-être un peu plus démocratique, avec la légitimité parlementaire, et une Europe qui serait peut-être un peu plus technocratique, ou en tout cas, je dirais, de l'ordre de l'Europe des dirigeants? Est-ce que ce n'est pas une vraie distinction là, qui est en train d'apparaître sous nos yeux à l'occasion de ces élections? C'est vrai que pour la première fois, le groupe parlementaire majoritaire au Parlement européen verra le président de la Commission désigné en son sein. Ça, c'est la première fois. D'une certaine façon, c'est plus démocratique, puisqu'il représentera mieux la population européenne. Ça, c'est une première chose. Il y a autre chose, c'est que trop souvent, à la tête des différentes instances européennes, on va placer des gens qu'on a maintes fois recyclés dans toutes sortes d'emplois, et quelquefois même après de nombreux échecs. Vous pensez au cas français, je suppose, à même désir par exemple, Davetti à droite, désir à gauche, des parti du personnel politique qui a du mal à avoir du succès. Et alors qu'il y a des gens parfaitement compétents, parfaitement dynamiques, sans doute plus jeunes aussi,
qui pourraient réellement exercer les responsabilités et sans être plus proche de la population et se faire mieux comprendre de la population. Ça, j'en suis tout à fait certain. Enfin, il faut voir qu'entre le Parti populaire européen et le Parti social-démocrate, bien sûr, il y a des différences politiques, mais il s'agit d'une droite modérée d'un côté, d'une gauche modérée de l'autre, avec des possibilités de s'entendre, ce qui se fait d'ailleurs régulièrement, puisque pour le moment, pendant la moitié du mandat, on avait un président du Parlement qui était de la droite PPE, et l'autre moitié du mandat, un qui était du Parti social-démocrate. Il y a quand même un art du compromis à ce niveau-là, dans l'intérêt du fonctionnement de l'Europe. Alors, est-ce que cet art du compromis, historiquement, ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'on a calqué les institutions européennes sur les institutions allemandes, c'est-à-dire un gouvernement de coalition, et là, dans ce cas-là, un parlement de coalition, avec des majorités non pas de partis, mais des majorités d'idées. Est-ce que ça vient de là, historiquement? Je ne pense pas vraiment, ça a pu être inspiré, mais je pense plutôt que nécessité fait loi, et que comme on n'arrivait pas à trouver des consensus, comme on n'arrivait pas à se mettre d'accord au niveau des États, au niveau des hommes, eh bien, on a trouvé cette possibilité au niveau du Parlement européen de rapprocher les positions, de trouver des solutions qui soient acceptables pour tous, dans l'intérêt de la construction européenne, même si quelquefois c'est mal perçu par la population qui ne comprend pas ces compromis un peu touffus, un peu compliqués, avec aussi cette possibilité d'interprétation différente selon celui ou celle qui le dit. Et alors vous dites la population ne comprend pas. Est-ce que dans votre autre pays de cœur, en Roumanie, est-ce qu'on comprend un peu mieux ce système de coalition ou pas? Parce qu'on se dit quand même, quand on regarde le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les gouvernements fonctionnent sur le modèle de gouvernement de coalition. En France, nous, on a un bipartisme très fort qui fait que, quand quelque chose est proposé par la gauche, la droite aboie. Quand la droite propose quelque chose, la gauche aboie. Est-ce que finalement, c'est pas la preuve que d'abord le système français est déjà moins archaïque, ou en tout cas la démocratie européenne serait peut-être un peu plus mûre, un peu plus mature que la démocratie française? Je crois, pour parler de la Roumanie a bénéficié largement des fonds européens, moins aujourd'hui, et la population a été sensible à cette aide qui a été reçue à différents niveaux. Maintenant, je ne suis pas certain que la population roumaine aujourd'hui soit plus avertie que la population française sur le fonctionnement de l'Europe et que l'Europe soit nettement plus populaire. Il faudra voir les taux de participation à la fin du mois de mai prochain, mais je ne suis pas certain que ça soit si différent aujourd'hui. Il y a des pays qui sont franchement européens, il y en a d'autres qui le sont nettement moins. Alors, est-ce que ça vient d'un manque de personnel politique, je dirais charismatique ou capable en mesure de porter l'Europe? Ou est-ce que ça vient des institutions qui n'ont pas réussi à résoudre cette question de la représentation politique? On pense à, évidemment, Catherine Ashton, Herman Van Rompuy. Est-ce que ces personnalités-là, finalement, ne sont pas éclipsées, non pas seulement pour une question de personne, de personnalité, mais pour une question tout simplement d'institution, puisqu'ils ne pèsent pas lourd au regard du schéma institutionnel? Moi, je pense qu'il y a tout ça, effectivement. Il y a un personnel politique en général, pas tous, bien entendu. On a un excellent commissaire européen, Michel Barnier, un excellent commissaire européen qui vraiment travaille dans un esprit européen. Mais c'est vrai que beaucoup de personnel au niveau de l'Europe sont, comme je l'ai dit, alors un peu recyclés, et que d'autre part, les chefs d'État européens, ne voulant sans doute pas qu'on leur fasse trop d'ombre, ont tendance à se mettre d'accord sur des noms assez ternes, sans doute compétents intellectuellement, la question n'est pas là, mais des gens qui ne prendront pas la première place, qui ne se mettront pas devant et qui, par conséquent, ne les gêneront pas. D'accord, donc il y a une stratégie d'aller placer des gens dans ces fonctions-là, qui sont relativement récentes, en tout cas portées par le traité de Lisbonne, pour les deux personnes dont on vient de parler, qui sont relativement effacées. C'est un choix stratégique des dirigeants européens? Je pense que oui, c'est un consensus entre eux, au moins parmi les principaux responsables européens. Alors comment est-ce qu'on sort de cette problématique-là? Peut-être là... Vous êtes courageux politiquement? Courageux politiquement, peut-être là le traité de Lisbonne laisse cette opportunité que le président de la Commission viendra du groupe parlementaire majoritaire. Bon, il sera ce qu'il sera, mais au moins il aura une légitimité démocratique. Et puis ensuite, il faut du courage pour imposer des gens beaucoup plus jeunes, des gens compétents, des gens qui ont envie d'œuvrer pour l'Europe et vraiment pour l'Europe. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, l'Europe et ses représentants, c'est un peu la deuxième division en football. Il faudrait peut-être que ça devienne la première division pour pouvoir amener à un grand dynamisme et une créativité.
Donc ça veut dire que quelque part, la seule solution pour que l'économie française puisse se relancer, pour vous, c'est de voir l'Europe. Ah, moi j'en suis persuadé. À l'échelon de la France seule, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire si on se place dans l'optique de la globalisation telle qu'elle. Pour une question de taille, d'abord géographique, vous pensez à ça? De taille économique? 60 et quelques millions, ramenés à 6 ou 7 milliards, ça ne fait pas grand-chose. Alors il resterait bien sûr des spécificités, des spécialités françaises qui seraient toujours vendables sans doute, mais ça ne fait pas une économie tout ça. Donc ça veut dire que le mythe qu'on peut avoir en tête de la 5e puissance mondiale, il est derrière nous. Bon, moi, j'en suis persuadé, et d'ailleurs je le dis souvent, dans 25 ans, dans 30 ans, je ne sais pas exactement la date, probablement la France ne sera plus membre du G8 tel que le G8 est défini à l'heure actuelle en tout cas, et d'autres pays européens non plus n'en sont plus membres, mais peut-être qu'il n'y en aura même plus du tout. Donc si je suis votre raisonnement, ça veut dire que finalement on a le choix entre être le maillon fort de l'Europe ou le maillon faible du monde. Ben, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Être un leader en Europe, un constructeur, un traceur de chemin en quelque sorte, ou bien se replier et vivre petitement dans un monde qui lui évolue très vite. Alors par rapport aussi à ce à quoi on est assez attaché en France, c'est le rôle de Excusez-moi, l'État. c'est que vous pouvez descendre après Oui. l'appel. Oui. Par rapport au rôle de l'État français, on se pose la question, avec la nomination de Jean-Claude Juncker comme candidat possible pour la Commission européenne, il a présidé le Luxembourg. Le Luxembourg, c'est, après la Suisse, le deuxième paradis fiscal européen. On se dit finalement, est-ce que la question des dettes souveraines, elle ne pourrait pas être résolue déjà par l'apport que représentent les recettes fiscales si on arrivait à mettre fin aux paradis fiscaux, ne serait-ce qu'en Europe? Et pour prolonger la question, je dirais, si on arrivait à être capable de mettre en place une fiscalité européenne, une harmonisation fiscale, est-ce que c'est pas ça la clé finalement pour résoudre notre crise des dettes souveraines? Ben, probablement. Tout à l'heure, j'y faisais allusion en disant qu'aujourd'hui on a l'euro qui est là, mais sans gouvernance globale de cette monnaie commune et sans comportement cohérent d'un point de vue économique en Europe. Effectivement, rapprocher le mieux qu'on le peut les fiscalités, rapprocher la lutte contre l'évasion fiscale qui représente des centaines de milliards d'euros en Europe, il faut le savoir quand même, hein, et qui à elle toute seule d'ailleurs, la récupération, il ne faut pas rêver, peut-être pas toute l'évasion fiscale d'un coup, mais seulement de 20% de l'évasion fiscale aiderait largement à compenser aujourd'hui beaucoup des déficits. Alors on pense évidemment au bouquin qu'avait publié, je crois, le frère de Vincent Payon, journaliste à la Croix, c'est 600 milliards qui manquent à la France, ou à Gabriel Zucman qui a publié récemment sur la richesse qui nous manquerait, qui serait de l'ordre de 1300 milliards. Vous pensez vraiment là, il y a quelque chose d'important? Déjà, il y a une question morale, il y a une question citoyenne et une question d'efficacité économique. Il est quand même assez curieux qu'on soit amené à taxer davantage des gens qui travaillent, qui déclarent honnêtement leurs revenus, alors que dans le même temps, d'autres s'en mettent plein les poches et trichent délibérément pour ne rien payer. C'est totalement immoral. Et vous croyez qu'au niveau européen, on sera capable de contrer les entreprises qui, elles, naviguent au niveau mondial? Est-ce qu'il n'y aura pas, même en étant dans une Europe très intégrée, ce problème-là de toute façon? De toute façon, il existera. À chaque fois que vous avez une norme, à chaque fois que vous avez un texte, il y a des hommes pour essayer de tourner la norme et tourner le texte. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il faut être plus efficace, il faut déjà avoir des objectifs, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une unité d'action. Déjà, rien que ça permet de limiter, j'allais dire, les dégâts. Mais on ne l'a même pas, ça. Donc à partir de là, les gens se réfugient à droite, à gauche, jouant sur les différentiels de taux d'imposition, de fiscalité, de taxes diverses, ou même sur des opportunités autres. Je pense par exemple aux entreprises, certains types d'entreprises en Irlande, des choses comme ça, qui échappent évidemment à la loi commune européenne. Donc ça veut dire que finalement, la clé pour nous, pour les 20 prochaines années, c'est d'arriver à la fois à une intégration économique, une intégration politique, et de penser le vrai projet européen. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a aucun Jean Monnet, aucun Robert Schuman, là aujourd'hui aux manettes politiques en France comme dans le reste de l'Europe? Je pense qu'à l'heure actuelle, il s'agit d'un sujet, j'allais dire, qui n'est pas du tout populaire. On a monté les populations comme ce bouc émissaire facile en disant
disant tout le mal est là, détruisez ça et vous serez heureux, sans se rendre compte qu'on détruit peut-être la bouée à laquelle on est accroché et on se marre à tous. Ça fait partie de la tendance, comme on dit aujourd'hui, je crois. Mais il est évident que des gens, des hommes, des femmes, à un moment ou à un autre, se lèveront pour tracer une voie, parce qu'il arrive toujours un moment où la vérité, à mon avis, doit triompher, doit apparaître. Sinon, il n'y a plus de vie possible. Si on n'a pas un minimum d'optimisme, on ne peut pas vivre. Alors justement, puisqu'on a une forme de pessimisme par rapport à l'Europe politique telle qu'elle est aujourd'hui, l'Europe économique, elle, fonctionne plutôt bien, disons-le. On a rappelé tout à l'heure, c'est donc une des premières zones économiques mondiales. Par rapport à votre travail de consultant, vous avez l'impression que l'évolution politique a tendance à quand même, je dirais, miner un petit peu le terrain de l'évolution économique, ou finalement, est-ce que les entreprises se portent bien, qu'il en coûte le spectacle continue. Non. Aujourd'hui, les insuffisances politiques de l'Union européenne et ces insuffisances de gouvernance nuisent au développement économique, notamment au développement de la recherche et de l'innovation, des start-up, des nouvelles entreprises européennes, à travers toutes sortes de normes qui ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre, à travers toutes sortes de tracasseries administratives qui font que le terrain n'est pas fécond. Moi, je le crois vraiment aujourd'hui. Et aussi le problème de l'euro qui est gouverné par la Banque Centrale Européenne selon les missions qui lui ont été assignées, mais peut-être les hommes politiques doivent se réunir pour réexaminer ces missions, pour faire en sorte que les conditions monétaires permettent de soutenir le développement économique. Parce que nous le rappelions tout à l'heure, ces derniers jours, Mario Draghi, le président de la BCE, a quand même fait des déclarations publiques expliquant qu'à un moment donné, le fait qu'il n'y ait quasiment plus d'inflation en Europe, il faudrait peut-être remettre en cause la politique monétaire telle qu'elle a été menée ces dernières années. Ben oui, et Mario Draghi, il est un homme d'une intelligence et d'une capacité exceptionnelle. Il est déjà intervenu à la fin de 2012 de façon tout à fait exemplaire et a permis sans doute de résoudre la crise de l'euro. Maintenant, il y a beaucoup encore à faire et il a besoin sans doute d'un support politique et d'une voie, d'une stratégie globale tracée dans laquelle il pourra insérer la politique de la BCE. Je le crois vraiment. Donc ça veut dire quand même qu'il y a de quoi être optimiste finalement. On est en train de se rendre compte de ces vraies difficultés-là. Le renfort entre autres, pas seulement. Moi je suis optimiste de nature, le pire n'est jamais certain et donc l'avenir est toujours possible. Voilà. Tout est ouvert. Et je me dis toujours, il y aura une personne de qualité, plusieurs personnes de qualité, qui se lèveront pour prendre l'étendard et faire en sorte que... Donc vous pensez qu'on aura un sauveur européen? Un sauveur, je n'en sais rien, mais des groupes de gens qui réfléchiront et qui... Au moins un sauvetage collectif. Voilà, un sauvetage collectif, oui, qui réagiront. Oui. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Christian Cormier, consultant en affaires européennes. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir sur le campus de France Business School Poitiers. Et puis nous, on se retrouve très bientôt.